Bien le bonjour. Je reprends donc cette fois, promis juré, c'est l'avant-dernière vidéo avant celle qui tirera les conclusions et elle va examiner, quitte à être assez longue et assez complète, ce qui s'est passé et ce qui permet de comprendre le Front populaire. Évidemment, ça ne remplacera pas des lectures et une documentation plus personnelle. J'ai insisté donc dans la vidéo précédente sur le choc du 6 février 1934 en montrant bien l'un des enjeux capitaux, l'enjeu le plus capital, pardon, c'est que peu importe ce qui s'est passé objectivement parlant, ce qui compte, c'est la perception qu'une large partie des forces vives de la société française en ont eu, n'est-ce pas? Et la conséquence. Alors cette conséquence, c'est le Rassemblement populaire qu'on nous présente comme allant de soi, unité d'action entre socialistes et communistes scellée dès juillet 1934 par le pacte d'unité prolétarienne du 27 juillet 1934, unité à la base dans des comités locaux et notamment l'illustrissime comité de vigilance des intellectuels antifascistes, et rassemblement ensuite autour du Parti radical qui permettrait ainsi tout naturellement la victoire électorale de 1936. Laquelle victoire électorale entraînerait immédiatement la mise en place d'une politique de type nouveau, symbolisée par les accords Matignon, signés dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, mais les méchants socialistes qui géreraient le pouvoir soutenu par le Parti communiste et avec la participation active des radicaux, laisserait lâchement tomber la démocratie espagnole menacée par le méchant général Franco. Je ne dis pas que Franco était gentil, ne me faites pas un procès d'intention sur le sujet, et c'est quelqu'un qui est très attaché à l'histoire espagnole qui vous parle. Et donc, non-participation pour soutenir la République espagnole, participation aux Jeux olympiques de Berlin en 1936, et tout cela déboucherait sur la gabegie et la décadence. C'est ce déroulé-là que je voudrais quand même déconstruire très sérieusement, parce que je crois qu'il faut comprendre réellement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, en réaction, dès les journées du 9 février 1934, à l'initiative du Parti communiste, d'ailleurs, de la CGTU, c'est-à-dire la fraction de la CGT qui avait accepté et qui avait fait scission en étant minoritaire au sein de la CGT en 1921 et qui s'appelait donc la CGTU, Confédération Générale du Travail Unitaire, dont un des leaders les plus importants était Gaston Monmousseau. Donc, Parti communiste et CGTU organisent une manifestation, mais ils sont seuls. Manifestation sanglante également, parce que j'ai insisté la dernière fois sur les violences, la dureté des manifestations à cette époque-là. Puis, le 12 février, il y a aussi un comité antifasciste qui se crée, notamment à Saint-Denis, qui est un des fiefs électoraux du Parti communiste français, à la nuance près que le maire de Saint-Denis, qui a eu
pour ambition, n'est-ce pas, de prendre le leadership, puisqu'il avait initié au sein du Parti communiste français la nécessité d'une pratique d'unité d'action contre le fascisme, s'appelle Jacques Doriot. Et que précisément, Jacques Doriot a été blackboulé lorsqu'il s'est agi de désigner un secrétaire général. Les autorités de l'internationale communiste ont préféré quelqu'un qu'elles trouvaient beaucoup plus malléable et qui s'appelle donc Maurice Thorez. Alors je vous demande de ne pas interpréter le Jacques Doriot de ces années-là à l'aune de ce qu'il va devenir précisément à compter du Front populaire, c'est-à-dire une dérive fasciste, où l'analyse politique plus le ressenti et la frustration personnelle vont se conjuguer. Vous avez de très beaux livres sur Jacques Doriot, je pense à un livre déjà ancien mais passionnant de mon collègue Brunet. Voilà, mais ce qui se joue au sein du Parti communiste, parce que l'élément central, c'est la volte-face du Parti communiste. Ça, je n'en disconviens pas. Ce qui se joue au sein du Parti communiste dans les mois, dans les semaines et dans les mois qui vont suivre le 6 février 1934, c'est une véritable révolution copernicienne qui va cesser l'application de la ligne antisocialiste qui avait dominé le mouvement communiste international jusque-là. Puis-je vous rappeler qu'en 1932, en Allemagne par exemple, à quelques mois à peine de l'arrivée, je répète, légale d'Adolf Hitler au pouvoir, le Parti communiste allemand, le KPD, représenté par son secrétaire général Thälmann, le KPD avait eu cette formule choc, ce slogan: l'arbre fasciste ne saurait cacher la forêt social-démocrate. Et donc, je veux que vous compreniez bien que dans cette volte-face communiste que je vais décrire plus en détail parce qu'elle a été beaucoup moins linéaire que la présentation rapide que je viens de vous en faire et qu'elle l'a bouillie pour chat. Cette volte-face communiste, elle a supposé de rompre avec des années et des années de pratiques politiques. Et vous ne pouvez pas rompre comme ça d'un claquement de doigts. Il a fallu toute une pédagogie pour ce faire. Et c'est visible dès les manifestations du 9 février et du 12 février. Parce que quand on dit le PC initie avec la CGTU la riposte populaire le 9 février, il y a des morts. Et le 12 février, à la base, manifestants communistes et socialistes, bras dessous, se retrouvent et leurs dirigeants ont conclu Front populaire. La réalité des choses, excusez-moi, je suis un emmerdeur, un empêcheur de penser en rond, et je l'assume. C'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. Puisque le 12 février, dans toujours le sacro-saint quartier République-Nation, là aussi les lieux symboliques de manifestation, vous avez une manifestation à l'appel de la majorité de la CGT et du Parti socialiste contre le péril fasciste, puisque le 6 février politiquement a été immédiatement assimilé à un danger fasciste. Et au cours de cette manifestation, la Fédération de Paris du Parti communiste français, puisque tel est son nom maintenant, c'est plus seulement la SFIC,
Cette fédération de Paris a mis des estrades pour engueuler, pour critiquer le Parti socialiste, les militants de la majorité de la CGT, présentés comme des traîtres à la classe ouvrière. Le but n'était pas la réalisation de l'unité. Et quand vous lisez tous les écrits de Léon Blum, par exemple, qui après tout n'est rien moins que le chef du groupe parlementaire du Parti socialiste, Blum raconte très bien son inquiétude quand, arrivant du côté de la place de la Nation, il voit, n'est-ce pas, des communistes rassemblés et il exprime la crainte qu'il a alors profondément habité que cela ne débouche sur ce qu'était le classicisme, la doxa des mouvements de l'époque, un affrontement, y compris un affrontement physique. Et ce n'est qu'en ce sens que parce qu'ils sont accueillis par le cri « Unité, unité, unité », sous-entendu, vous êtes des diviseurs, qu'un semblant d'unité populaire se réalise. Doit-on en conclure que l'union ainsi réalisée dans la rue suffit à lancer la dynamique? La réponse, excusez-moi, en master, j'ai le droit de dire que la réponse, elle est un petit peu plus compliquée que ça. Parce que s'il est vrai que, jusque et y compris au sein du comité central du Parti communiste, et le moment très important, c'est la réunion du comité central du Parti communiste à Ivry dans les semaines qui suivent, va engager une réflexion sur ce que signifient concrètement les nouvelles conditions politiques du combat politique à mener face à cette menace que la France a connue. Ce comité central du Parti communiste est dépendant de ce qui se passe à Moscou. Et je veux quand même revenir sur la façon dont Staline, parce que c'est lui qui impulse les choses, c'est son entourage. C'est l'entourage de Staline qui a choisi de faire de Maurice Thorez le secrétaire général du Parti communiste, et pas de Jacques Doriot. Lors même que Maurice Thorez aura appliqué la ligne politique que défendait Jacques Doriot. Et d'ailleurs, pour bien contrôler Maurice Thorez, on lui a adjoint un agent clandestin, Eugène Fried. Je vous invite à lire le livre de Stéphane Courtois, d'Annie Kriegel. Stéphane Courtois, là, un grand spécialiste, dont on peut penser ce qu'on veut par ailleurs, mais qui, dans les travaux, ont quand même contribué à une connaissance parfaitement lumineuse de cette histoire-là. Eugen Fried, agent du Comintern, véritable patron du Parti communiste français, Maurice Thorez n'étant, n'en déplaise au tenant du culte de la personnalité, qu'une forme de symbole, de marionnette, qui applique mot à mot ce que Eugen Fried décide. Et Eugen Fried ne décide pas, il reçoit ses ordres. Pour comprendre ce positionnement issu de Moscou, une réflexion s'impose. Alors qu'on eût pu croire que l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, c'est-à-dire du type qui est mu par une vision raciale des choses, qui considère que l'humanité est divisée entre race des seigneurs et Untermenschen, sous-hommes, qui estime que les Slaves sont une race dégénérée. Je ne parle même pas de la question juive.
et qui estime que la mission naturelle du peuple allemand, du Volk allemand, est de s'étendre naturellement dans la conquête d'un espace vital à l'Est, un Lebensraum. Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour dire que s'il y a quelqu'un à la tête de l'Allemagne qui dit qu'il veut conquérir un Lebensraum à l'Est, c'est forcément contre l'Union soviétique qui va le conquérir. Je crois que cette idée, n'importe quel esprit, même chagrin, peut la comprendre. En conséquence de quoi on eût pu croire, excusez-moi, on eût pu croire que mécaniquement, du fait du danger hitlérien, Staline aurait dit « Halte là !» Non. Staline a persisté dans sa collaboration militaire clandestine avec l'Allemagne jusqu'en 1935. Janvier 1933, début 1935, ça fait 2 ans. À moins qu'il me manque quelque chose, il y a bien des trucs qui s'appellent Dachau, qui ont ouvert dans l'Allemagne nazie dès le printemps 1933. Donc, c'est très progressivement que Staline a opéré un virage, lequel virage a conduit, je répète, très lentement, très progressivement, à s'éloigner du partenariat avec l'Allemagne. Et la conduite imposée par l'internationale communiste à sa section française, devenue Parti communiste français, s'est précisément déroulée suivant le tempo décidé à Moscou. Or, j'en suis désolé pour mes amis communistes, et j'en ai. Le tempo, il n'a pas été, je veux dire, d'une rapidité stupéfiante à ce printemps 1934. Et donc, vous assistez, même si vous vous intéressez à l'histoire communiste, à une mise en accusation des responsables de la fédération de la scène du Parti communiste, coupables d'avoir été trop unitaires au lendemain du 6 février 1934, lors même que je viens de vous montrer que ce qu'ils ont organisé le 12 février et par lequel ils ont été dépassés était précisément de faire un tribunal populaire contre les sociotraîtres et s'inscrivait en droite ligne dans la lignée de le socialisme, voilà l'ennemi. Donc, le grand tournant, c'est le premier grand tournant, c'est mai 1934, l'internationale communiste qui appelle à un front unique entre socialistes et communistes. Et ça marche, puisque le 27 juillet 1934 est conclu entre, je ne sais plus qui est le signataire communiste, je crois que c'est Jacques Duclos, mais peut-être que je me trompe et je n'ai pas vérifié, et le secrétaire général adjoint du Parti socialiste, Jean-Baptiste Séverac, et là je suis sûr de moi, l'adjoint de Paul Faure, le secrétaire général adjoint. Donc c'est pas le plus haut niveau, mais c'est quand même un haut niveau. Et conclut un pacte d'unité prolétarienne pour lutter contre le fascisme. Voilà, magnifique.
Est-ce qu'on doit s'arrêter là dans l'analyse? Moi, je veux bien. Mais à ce compte-là, moi, je suis un abruti de matérialiste. J'observe qu'aux élections de 1932, le Parti socialiste a obtenu quelque 19,18% des voix. J'observe que le Parti communiste français a obtenu quelque 8,32% des voix. Donc, disons 20 et 9, pour faire un compte rond. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? Est-ce qu'il faut faire de l'inclusif? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'une qui, parmi vous, peut m'expliquer comment, avec 20 et 9, vous arrivez à une majorité pour mener une politique de barrage contre le fascisme? Moi, je ne le vois pas. Ça fait 30%. On peut dire que c'est beaucoup. On peut dire que c'est pas mal. Mais on ne peut pas me dire que ça fait 50%. Il en manque. Vous savez, tout est une question de beurre. Hein. Pour avoir un examen, il faut avoir la moyenne. Il vaut mieux parfois avoir beaucoup plus que la moyenne pour... Vous voyez auquel je fais allusion? Merci. Et donc, présenter ce pacte d'unité prolétarienne comme quelque chose qui serait le grand virage me paraît, moi, aller un petit peu vite en musique et ne pas respecter le tempo. C'est quelque chose de très important. Ok, c'est quelque chose qui permet de réintégrer le Parti communiste dans le jeu républicain de la gauche française. Ok, mais ça ne suffit pas à construire une alternative. Alors comment se construit cette alternative? C'est-à-dire comment vous passez de 30 à 50%? Ou à la possibilité d'approcher les 50%? Et donc d'être, n'est-ce pas, des éléments moteurs d'une coalition dans un débat électoral qui puisse vous permettre de présenter une alternative crédible. Et là encore, c'est un élément extérieur qui s'appelle la diplomatie soviétique. Et là, l'élément fondamental est clivant. Alors qu'il y a toujours des polémiques après le 6 février 1934. Les radicaux qui ont lâché le gouvernement d'Édouard Daladier et qui se sont réfugiés dans les bras du bon monsieur Gaston Doumergue, les radicaux sont furieux contre les socialistes. Les communistes sont à la remorque, n'est-ce pas? Ouf, enfin, Hitler, voilà l'ennemi. Et je répète, ça a été difficile à entendre. Moi, je suis stupéfait, quand on analyse, quand on regarde, pardon, les commentaires de Marcel Cachin et de Jacques Duclos, deux figures incontestables dans le journal communiste L'Humanité, puisque majoritaire au congrès de Tours, les communistes avaient récupéré le quotidien fondé par Jean Jaurès. Et que par assimilation, ils avaient gardé l'Humanité, organe du Parti communiste, la SFIC, c'était dans des époques, fondateur Jean Jaurès. Alors même que je crois pouvoir affirmer qu'aucun des principes de la réflexion de Jean Jaurès
ne l'aurait conduit à adhérer au Parti communiste en 1920. Mais c'est un autre débat. Il faut des symboles, n'est-ce pas? Il faut de la récupération pour s'approprier des symboles. Vous êtes quand même capable de comprendre ce phénomène, non? Merci. Quand on analyse la façon dont l'humanité rend compte de ce qui se passe en Allemagne précisément en juin 1934, un truc qui s'appelle la nuit des longs couteaux, et où Hitler élimine parmi ses plus fidèles soutiens les SA, des gens qui pourraient l'empêcher ou le gêner parce que dans cette phraséologie nauséabonde, ils peuvent croire à quelque chose qui serait de l'ordre, n'est-ce pas, du populaire. Comment cela est interprété par la presse communiste? Que dit Jacques Duclos dans un éditorial du journal L'Humanité? Déjà, les grondements de la révolution prolétarienne se font entendre en Allemagne. Excusez-moi, si la nuit des longs couteaux, c'est-à-dire le transfert du pouvoir des OSS par l'élimination des SA, et qui scelle l'alliance avec le grand capital, parce que le grand capital a compris que son bon petit toutou, son bon petit berger allemand, Adolf Hitler, c'était devenu quelqu'un qui allait les mordre très sérieusement. Un peu tard, hein, ils ont compris. Ils voulaient le manipuler, c'est eux qui se sont fait avoir. Pas difficile à comprendre, non? Mais en tout cas, me présenter les conséquences politiques de la nuit des longs couteaux en Allemagne comme étant le début des grondements de la révolution prolétarienne en Allemagne, là, excusez-moi, c'est soit qu'on me prend pour un con, ce qui ne me vexera même pas, parce que tout dépend qui me prend pour un con. Soit c'est du foutage de gueule. C'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, ça témoigne extrêmement bien que, en juin 1934, ceux qui écrivent, n'est-ce pas, dans l'Humanité, sont infoutus d'avoir encore intégré, entre l'appel au front unique lancé par le Comintern, n'est-ce pas, l'international communiste, en mai 1934, nous estimons qu'un pareil appel est possible en France, c'est comme ça que ça avait été dit. Et l'impact et la réalité par rapport à l'alliance scellée depuis le traité de Rapallo avec l'Allemagne, quel que soit son régime politique. Voilà. Alors les points sur les i vont être mis un petit peu plus tard. C'est-à-dire un an après. Un an après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en pleine période où l'ordre international a été menacé, où Hitler a commencé par faire assassiner le chancelier autrichien Dollfuss, où Hitler a déjà tenté d'annexer l'Autriche. Et je crois vous avoir expliqué dans une vidéo précédente que devant la veulerie et la lâcheté des démocraties pacifistes occidentales, qui étaient prêtes à se coucher comme des carpettes face à Hitler, celui qui a eu le courage de bouger et de s'y opposer, c'est Benito Mussolini. Et je crois même vous avoir expliqué que c'est parce que Benito Mussolini avait eu cette attitude-là qu'il n'avait pas compris, qu'il n'avait pas admis les récriminations quand, voulant sa part du gâteau colonial, il s'était lancé dans la guerre d'Éthiopie. Et là, haro sur le baudet, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne, qui n'avaient fait montre que de leur lâcheté sur la question autrichienne,
France et Grande-Bretagne avaient osé vitupérer sans avoir les moyens d'engager la moindre sanction contre l'Italie fasciste. Mussolini avait dit, mais attendez, là, vous ne me prenez pas en compte. Et tout à fait entre nous, je sais qu'après mes propos vont être déformés. Si c'est sur vidéo, vous pouvez aller en sur la place publique. Et certains esprits chagrins qui me veulent du mal, qui pourraient en avoir politiquement connaissance, vont se retourner contre moi. Ben, il n'a pas eu entièrement tort, hein, Benito Mussolini, d'estimer qu'on le prenait pour un con. Donc, dans une période tendue. Ah, excusez-moi. Vous croyez que c'est pas tendu? Dès janvier 1934, vous avez un rapprochement germano-polonais. Vous voulez m'expliquer pourquoi, vous? La France s'est alliée avec la Pologne comme avec la Tchécoslovaquie pour faire des alliances de revers pour enserrer l'Allemagne. Et là, l'un des principaux, n'est-ce pas, pivots de cette alliance, la Pologne ayant une double fonction, bouclier contre l'Union soviétique et alliance de revers contre l'Allemagne, que l'on voulait soumettre et que l'on voulait contraindre. Et soit dit entre nous, il eût fallu la soumettre et il eût fallu la contraindre. Ça nous aurait évité bien des problèmes. L'Allemagne qui a dit, c'est la lettre de Stresemann au Kronprinz, c'est cette donnée structurelle. Je reconnais mes frontières occidentales, sous-entendu, je ne reconnais pas mes frontières orientales. L'Allemagne qui estime que Danzig, c'est allemand, que la Poméranie et certaines régions de Silésie, c'est allemand. Donc, l'Allemagne qui a des revendications évidentes sur la Pologne, instrument de la diplomatie française, mais la Pologne signe un pacte de non-agression et un pacte d'amitié avec l'Allemagne d'Adolf Hitler. Parce qu'elle a très bien compris, l'Allemagne et la Pologne, ce que ça signifiait. Le Lebensraum, c'est contre l'Union soviétique. Et donc, la Pologne s'est lancée dans une diplomatie tout à fait intéressante d'entente idéologique contre l'ennemi soviétique. Donc, ce n'est pas dans un climat tout à fait serein, n'est-ce pas? Au même moment, l'Allemagne a quitté la conférence du désarmement, estimant que le principe de l'égalité des droits était bafoué, puisqu'appliqué au bénéfice des seuls vainqueurs. L'Allemagne a quitté la Société des Nations, 1934, septembre 1934, au moment même où l'Union soviétique y entrait. Et que la Société des Nations, avec l'entrée de l'Union soviétique, il n'y a toujours pas les États-Unis, évidemment, mais enfin, eût pu se renforcer pour donner un sens au concept de sécurité collective, qui est une belle formule, mais qui est, n'est-ce pas, juste surfer sur l'air du temps. Oublions ce que disait Milan Kundera, être dans l'air du temps, hein, c'est l'ambition des feuilles mortes. C'est le jeu de toutes les impuissances de ceux qui disent « c'est comme ça ». Vous me direz, Lafont, vous vous éloignez, là, vous nous embrouillez. Non, 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 excusez-moi, je suis en plein cœur dessus. Dès lors que c'est Moscou qui donne le tempo au Parti communiste. Et que si vous ne comprenez pas les bases de la diplomatie soviétique, vous pouvez rien comprendre au tempo des conséquences de cette diplomatie soviétique sur la vie politique française.
Et donc, le grand tournant, c'est le virage de la diplomatie soviétique du 2 mai 1935. Le pacte franco-soviétique du 2 mai 1935, signé entre le président du Conseil de la France, Pierre Laval, et là aussi, j'estime qu'avec votre niveau en 4e année, non pas en première année, j'estime être en droit de vous demander d'analyser le Pierre Laval de 1935 à l'aune de ce qu'il est et pas de ce qu'il sera entre 1940 et 1944. Merci. Respectez donc la chronologie. Qu'est-ce qui se passe le 2 mai 1935 avec ce pacte franco-soviétique? Un appel à l'aide de l'Union soviétique, une ressucée de l'alliance franco-russe d'avant la guerre. Le danger, c'est Hitler. Et pour que la France soit en situation d'être, n'est-ce pas, un barrage contre Hitler, qui protège donc l'Union soviétique par cette alliance, il faut accepter de revenir sur l'ADN du combat des communistes depuis leur fondation, parce qu'ils étaient nés de l'antimilitarisme et du refus du socialisme de guerre. Il faut accepter que la France mène une politique de défense nationale. Alors vous, comment vous imposez à des gens qui se sont formés à la lutte politique depuis les années 1920, au combat antimilitariste, justifié peut-être quand il s'agit de critiquer la guerre du Rif. D'ailleurs, allez, on va aller jusqu'au bout du débat. C'est bien lors de la guerre du Rif, n'est-ce pas, pour mater des révoltes marocaines, sur lesquelles je ne m'étendrai pas, que la République française va conférer, va délivrer à un général espagnol qui a aidé les Français à massacrer les Maghrébins la décoration d'officier de la Légion d'honneur. C'est bien la République française qui, en 1728, oui ou non, donne la Légion d'honneur au général Franco. Vous savez, tout est lié. Donc, ce pacte franco-soviétique du 2 mai 1935, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie qu'il y a une collaboration franco-soviétique qui doit s'étendre jusqu'au plan militaire. Et comme les choses ne seraient peut-être pas tout à fait assez claires, alors, lors d'une visite à Moscou, puisque le pacte il est signé entre l'ambassadeur soviétique en France et les autorités françaises, donc Potemkin et les autorités françaises, et pour sceller tout cela, vous avez un voyage de Pierre Laval à Moscou. Vous avez Staline qui va commenter le 10 mai 1935 en disant noir sur blanc les choses. Puisque le communiqué officiel, je cite la traduction française de mémoire, mais ayant travaillé pas mal sur ces questions-là, j'en garantis la certitude. À cet égard, M. Staline déclare comprendre et approuver pleinement les efforts faits par la France pour maintenir sa force armée au niveau de sa sécurité. Fin du communiqué officiel des entretiens du Kremlin du 10 mai 1935. Oh.
Waouh! Le Parti communiste appliquant la ligne définie par Staline, déclarant comprendre et approuver, alors même qu'ils s'étaient opposés à la loi sur le réarmement français, sur la loi des 2 ans, sur le service militaire, qui avait refusé le vote des crédits militaires. Quelques semaines auparavant, tout d'un coup, parce que Staline a raison. C'est pas moi qui le dis, c'est le Parti communiste français qui couvre tous ces bastions d'affiches. Staline a raison. Le chef, il a parlé. Staline a raison. Hop! Une volte-face totale sur ce qui était, je le répète, l'ADN militant du mouvement communiste à ce moment-là. Alors, ça a une conséquence fondamentale. Le Parti communiste devient réellement inscrit dans la nation française. C'est un parti tricolore. On va se mettre à côté de l'Internationale à chanter la Marseillaise dans les mouvements populaires. D'ailleurs, une incise là aussi, je vous avais dit à propos du film de Renoir sur la Grande Illusion que je vous parlerai d'un très beau film. Il s'appelle La Marseillaise. C'est le cadeau que fait Renoir pour l'unification syndicale qui aura lieu en mars 1936 au Congrès de Toulouse, qui réunifie les deux courants de la CGT qui s'étaient divisés après la scission de Tours, dès 1921 donc, en deux courants, j'en ai parlé en évoquant la CGT unitaire, dont la pratique était tout sauf unitaire. Mais ça, c'est la loi du genre. Quand vous appelez unitaire, c'est que vous n'êtes pas unitaire. Donc, permettez-moi quand même de rappeler ce que fut ce magnifique film que je vous invite à regarder, La Marseillaise de Jean Renoir. C'est un film où la plupart des acteurs ne sont pas des professionnels, mais des militants de la CGT, et qui raconte comment l'épopée du champ de guerre de l'armée du Rhin, popularisé à Paris lors de l'assaut du peuple de Paris, défendu par l'ensemble des sections et des fédérations venues de toute la France, l'attaque du palais des Tuileries pour dire maintenant, le traître Louis XVI, ça suffit! Plus de compromis, pas de monarchie constituante, autre chose. Fin de la parenthèse sur le sujet. Alors d'ailleurs, la Marseillaise, je ne vais pas faire de pub pour des abonnements TV, mais vous l'avez pour un prix relativement dérisoire, enfin dérisoire non, rien n'est dérisoire, surtout dans cette période d'accroissement de la pauvreté et de la misère sociale que je ne veux pas méconnaître, et donc je sais qu'elle touche beaucoup d'étudiants. Et c'est pour ça d'ailleurs que je veux vous remercier d'avoir tenu le choc, hein, très sincèrement. Enfin, pour une somme non négligeable parce qu'elle permet de manger, de 2 ou 3 euros, je sais pas. On peut louer en vidéo ce film sur les Livebox, les Freebox, enfin autre chose, les chaînes de cinéma. Et la Marseillaise de Jean Renoir fait partie des films à disposition. Donc, ça peut paraître par moments bien grandiloquent, bien émouvant. C'est un autre type de cinéma, évidemment, en noir et blanc, qui n'a pas. Mais c'est pas Hollywood. Mais en tout cas, oui, comme l'a dit Goethe à propos de la bataille de Valmy, j'ai vu un nouveau monde naître.
Comme l'a dit André Malraux, les soldats de l'an 2 ont fait danser l'Europe au son de la liberté. Et c'est ce symbole-là que l'unité populaire, le Front populaire, va rassembler dès le 14 juillet 1935. Parce qu'il s'est produit, à la suite du pacte franco-soviétique, quelque chose d'inouï. C'est que le retournement national du Parti communiste, l'acceptation de l'idée même de défense nationale, sous couvert de défense antifasciste, pour combattre Hitler, au nom de l'antifascisme, il faut une alliance militaire entre la France et l'Union soviétique. Il faut une forme de front populaire international. Des éléments du parti radical, plus anticommuniste que tu meurs. Le communisme, voilà l'ennemi, c'est bien ce qu'avait dit Édouard Herriot au congrès de Marseille du Parti radical en 1926, pour justifier la volte-face des radicaux qui abandonnaient les promesses du cartel des gauches de 1924. Parti national étranger, le Parti communiste, opposant à la guerre du Rif. Des traîtres, quoi. Eh bien, le Parti radical s'est trouvé des trésors d'indulgence, puisque le Parti communiste acceptait enfin l'idée de la défense nationale. Et donc certains milieux du Parti radical, qui avaient été directement évincés à la suite du 6 février 1934, c'est bien ça, Édouard Daladier, élourdé au profit de Gaston Doumergue. Parti radical va vivre une histoire d'amour torride, indécente, à tous les sens du terme, avec le Parti communiste français. Et là, excusez-moi, là on peut claquer des doigts. Parce que si vous prenez les résultats des élections de 1932, 19-18% pour le Parti socialiste, plus 8,32% pour le Parti communiste, soit un petit peu moins si vous faites le total et que je sais compter, de 28% des voix. Mais que vous ajoutez les 20% du Parti radical dans un système parlementaire qui est la base de la démocratie française, qui résume le pouvoir du Parlement, la définition même du modèle républicain. J'espère que vous l'avez compris. Ce n'est pas un monarque républicain, comme on peut en connaître à d'autres époques. Suivez mon regard. Excusez-moi, 48% des voix, ça s'appelle un axe majoritaire. Je veux dire par là que c'est en 1935, suite au pacte franco-soviétique, que vous avez la condition de possibilité de ce qu'on va désormais appeler le Front populaire, puisse constituer une force susceptible de l'emporter. Mais de l'emporter pour quoi faire ? Pas pour faire des réformes sociales, pas pour générer une grève générale. Non ! Une France qui soit un allié de poids efficace dans le combat contre l'Allemagne hitlérienne.
Et donc le serment du Front populaire qui est scellé le 14 juillet 1935, et je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que certains manifestants présents ce 14 juillet 1935 s'étaient rendus à une autre cérémonie le matin même au cimetière du Montparnasse. C'était les obsèques de quelqu'un de bien oublié par la République qui s'appelait le capitaine Alfred Dreyfus. Puis-je vous rappeler ce point de détail? Le Front populaire, il est la résultante d'un combat antifasciste contre le danger symbolisé par l'Allemagne hitlérienne. Et donc, ce que j'observe dans les négociations sur la plateforme de ce programme de Front populaire, c'est d'abord qu'il est mis en pratique quasiment immédiatement après lors des élections municipales de mai-juin 1935, quasiment après le pacte franco-soviétique, et que c'est un triomphe. De même que les élections municipales de 1977 avaient préfiguré la victoire de François Mitterrand le 10 mai 1981, là, les élections municipales de 1935 préfigurent la victoire électorale du Front populaire en mai, 26 avril et 3 mai 1936. Lapsus mai-juin est lié à autre chose que j'exposerai plus tard. Voilà. Nous faisons le serment de rester unis pour la démocratie, contre le fascisme, pour assurer la défense de la paix, du pain et de la liberté. Voilà sur quelle base est réalisée l'unité, très large. Et on va même préciser, la valeur fondamentale, c'est la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de pain. Et sans la paix, on risque de perdre la liberté. Et donc, progressivement, là aussi, évidemment, avec des arrière-pensées parfois, mais c'est la loi du genre. Et par contre, qu'on ne vienne pas me chercher des poux dans les cheveux quand je les décrypte, ces arrière-pensées. Dans les négociations, dans la diffusion de comités locaux ou départementaux, de rassemblements populaires, pour préparer les élections de 1936, en application du serment du Front populaire scellé le 14 juillet 1935, place de la République. Nous faisons le serment de rester unis pour défendre. Voilà. Et le texte du serment, je viens de vous le résumer. Paix, pain, liberté. Alors un mot, et je m'arrêterai là pour cette vidéo, je vous ai dit que c'était l'avant-dernière, donc il y aura la dernière. Mais j'ai tenu à insister parce que je crois qu'il faut rendre les choses intelligibles. Sinon, c'est du pipeau. On crée des structures locales. Tout le débat va porter sur à quelle échelle se situent ces comités de soutien. Le Parti communiste, parce qu'il n'a qu'une existence d'archipel avec des foyers locaux, se dit, et c'est censé, faisons-le à l'échelle départementale. Parce que dans chaque département, pour en ait besoin d'avoir une existence réelle, on aura toujours quelques militants au niveau de l'échelle départementale. Tandis que si on le fait à l'échelle locale, dans les municipalités, etc., ça va être beaucoup plus difficile d'être présent
partout. Et le Parti communiste va recevoir dans ses comités de rassemblement populaire l'appui du Parti radical, alors que le Parti socialiste, parce que lui, il a une implantation beaucoup plus structurée et qui quadrille beaucoup plus le territoire, souhaitait des comités locaux. Idem sur le projet. La plateforme électorale que j'évoquerai et que je comparerai à l'une des réalisations du Rassemblement populaire, la plateforme électorale, les rares réformes de structure, les rares réformes qui sont posées, émanent du Parti socialiste, alors que vous avez en face des socialistes, des communistes et des radicaux qui sont profondément unis parce que ce qui compte pour eux, pour des raisons différentes, c'est de ne pas foutre, passez-moi l'expression, le bordel sur le plan social, qu'il faut que la France soit une puissance apte pour les radicaux à rétablir la démocratie dont ils estiment qu'ils seront les bénéficiaires, et pour les communistes, un allié géostratégique de poids pour l'Union soviétique, et que ce n'est pas dans un pays en grève générale et au proie en but à des tensions sociales que l'on peut avoir une capacité militaire pour dissuader Hitler d'enquiquiner l'Union soviétique. Je m'arrête là pour ce matin. Et donc, promis juré, nous aurons la dernière vidéo. Donc, je pense que je vais essayer de la faire dans la journée. Bon courage!